Bonjour et bienvenue à ce webinaire Décarboner avec impact dans mon entreprise. Où et comment agir. Co-organisé avec la FFB Loire-Atlantique et avec l'intervention de Renaud Bonnel. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je suis Anna Kettels, chef de projet innovation chez Novabuild et je vais m'occuper d'animer ce webinaire avec Anne, qui vous accueille dans le chat. Novabuild, c'est l'association qui fédère et mobilise les acteurs de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier pour prendre en compte les enjeux du changement climatique, mais aussi pour préserver nos ressources, les ressources de la Terre bien sûr, mais aussi la biodiversité et la santé. Eh bien, la décarbonation, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière, j'ai mis exprès un petit panneau. Décarboner fait partie de ces actions au service de cette belle mission que nous portons. Et ce webinaire se décompose en deux temps. Un premier temps où Renaud, il va vous inspirer, il va vous présenter, il va vous donner plein de choses, pendant lequel vous écoutez et je vous invite à, pendant ce temps-là, écrire toutes vos questions dans le chat qui est animé par Anne, donc dans la boîte conversation, pour que nous, dans un deuxième temps de ce webinaire, on puisse répondre à vos questions. Et donc, il y aura Vincent, Renaud et moi qui vont pouvoir répondre à vos questions. Eh bien, j'invite à Vincent de dire un petit mot et de nous raconter ce que c'est les décarbonés. Merci. Merci Anna. Bonjour à tous, bonjour aux adhérents de Novabuild, bonjour aux adhérents de la Fédération française de bâtiment. Je suis Vincent Le Breton, je dirige une société qui s'appelle Atlantique Couverture et je suis en charge à la Fédération française du bâtiment 44 de la décarbonation. Qu'est-ce que c'est que les décarbonés? C'est un collectif qui a été mis en place pour sensibiliser les adhérents de la Fédération française du bâtiment. Et ça, c'est une nouveauté sur le 44. Effectivement, pour emmener un maximum d'adhérents sur ces sujets qui sont importants pour l'avenir, mais qui sont un peu plus larges effectivement que le carbone, puisqu'on s'intéresse au sujet de la RSE de façon plus large. La Fédération française de bâtiment, effectivement, elle est là pour accompagner les dirigeants du bâtiment et dans toutes les directions dont elles peuvent avoir besoin. Aujourd'hui, on rejoue l'atelier numéro 3 et l'idée, ça sera effectivement de découvrir où se cache le plus gros impact dans vos activités. Transport, énergie, pour identifier les leviers d'action. Et puis dans vos activités, comment approfondir la notion d'analyse de cycle de vie pour comprendre l'impact des matériaux de manière globale et partager des idées d'atténuation et d'impact. L'idée, effectivement, c'est que vous puissiez repartir avec des solutions concrètes, prêtes à mettre en œuvre. Toujours l'objet de nos ateliers. Pour cela, je vais laisser la parole à Renaud Bonnel, qui est co-créateur de la fresque de la construction et AMO bas carbone, notamment. Renaud, je te laisse la main. À toi. Merci Vincent. Donc sur cet atelier, ce webinaire qui reprend effectivement l'atelier numéro 3, on va rebalayer les objectifs, les trajectoires et les constats sur le sujet. Regarder les leviers d'action dans les ouvrages de bâtiments, évidemment. Donc, essayer d'identifier où sont les grosses masses, ou notamment où sont réparties les masses. Avant de parler de grosses masses, déjà, repérer quelles sont les masses. Puis, on fera un focus sur qu'est-ce que c'est que ces acronymes FDES, PPE et DED. Un petit focus sur la rénovation. Et puis, on identifiera sur quelques activités les leviers d'action que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire transport, énergie, et une petite conclusion de l'atelier. Alors, objectif, trajectoire et constat, on va distinguer d'abord les deux grands secteurs, hein, le secteur de la rénovation, donc ça va être
faire évoluer les pratiques de la construction pour mieux maîtriser l'impact carbone des rénovations. Et puis, sur la partie construction neuve, ça va être accélérer vraiment le déploiement de la réglementation environnementale. Alors, de quoi parle-t-on? D'abord, on a une première loi qui s'appelle la ZAN, Zéro Artificialisation Nette. Celle-là, elle a pour but d'éviter qu'on aille construire dans les zones qu'on doit préserver, qu'on doit laisser plutôt naturelles, ou qu'on doit renaturer. Donc, cette première loi de 2021, Climat et Résilience, elle permet ça. On a une loi, des dispositifs qui permettent de rénover le parc existant, la loi Elan, le décret tertiaire et le DPE qui est issu de la loi Climat et Résilience. Et enfin, on a la fameuse réglementation environnementale RE2020 qui découle de la loi Elan pour décarboner la construction de bâtiments neufs. Voilà les grandes thématiques. Sur les trajectoires, juste quand on regarde la partie logement collectif ou individuel, on a eu une première phase de 2022 à 2025, donc depuis l'entrée en vigueur de la RE 2020, qui était vraiment ce qu'on appelle une phase d'apprentissage pour la partie logement collectif, c'est-à-dire tout le monde devait apprendre à compter sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Il n'y avait pas tellement beaucoup plus d'ambition de changement changement structurel de la façon de construire que celle-ci. Sur les maisons individuelles, il y avait déjà un premier des premiers changements de pratique à faire. Mais là, on rentre vraiment, quelle que soit la typologie de logement, collectif ou individuel, depuis début de l'année, sur des évolutions de pratiques. Et on va même aller vers ce qu'on appelle communément une rupture de pratique, c'est-à-dire des mixités constructives beaucoup plus importantes que celles qu'on avait l'habitude d'avoir dans le bâtiment, au-delà du seuil 2028 et 2031 de la réglementation environnementale. Comment ça se traduit? Quand on regarde dans les logements, par exemple, on voit qu'on avait un certain nombre de kilogrammes équivalents CO2 par an et par habitant, avec une évolution tendancielle plutôt à la hausse. Et on a une première phase qui va être quel type de logement on construit ou quel type de logement on rénove. Donc on va avoir une phase d'évitement de construction. Après, l'application et l'anticipation de la RE va contribuer une grosse partie à décarboner le secteur. Et puis jusqu'à 2050. L'idée, c'est d'accompagner cette décarbonation. Quand on regarde dans le tertiaire et au niveau des bureaux, on a à peu près les mêmes tendances. On avait plutôt une évolution tendancielle à la hausse. Très clairement, il y a un effort plus important qui va être fait sur la réutilisation du tertiaire existant ou la remise en norme. Donc, la phase évitement de construction de nouveaux tertiaires va être plus importante. Et puis, la réglementation environnementale va permettre, notamment la RE, va permettre d'accompagner le secteur sur cette décroissance carbone nécessaire. Comment ça se traduit? Là, on vous a positionné les différents seuils, logements, bureaux et, par exemple, établissements scolaires. Donc, vous voyez que en fonction des années, 2025, 2028 et 2031, on aura des seuils carbone par mètre carré plancher à ne pas dépasser et qui vont effectivement être régressifs. On va être de plus en plus exigeant au fur et à mesure de l'avancement. Et on vous a affiché que l'indice carbone construction. On aura aussi les seuils de l'indice carbone énergie, donc c'est le coût carbone de l'énergie des bâtiments. C'est les seuils indicatifs, puisque évidemment, en fonction du nombre de mètres carrés que vous faites ou de la localisation de votre bâtiment, ces seuils sont recalculés à chaque fois par les bureaux d'études qui accompagnent, de maîtrise d'œuvre, qui accompagnent les équipes d'architecture sur les différents programmes. Les autres indicateurs, donc le carbone, je vous en ai parlé, on a l'indice carbone construction qu'on vient de voir et l'indice carbone énergie, l'impact carbone des énergies. On retrouve aussi les indicateurs qu'on avait précédemment dans la RT 2012 avec le BBio, les besoins bioclimatiques, les consommations d'énergie primaire auxquelles on a rajouté la consommation d'énergie primaire ENR et donc NR non renouvelable. Donc on va distinguer et faire en sorte d'avoir plus d'apports de consommation d'énergie renouvelable notamment. Cette réglementation aussi, elle amène ce qu'on appelle le degré heure, donc c'est le nombre d'heures d'inconfort estival, et on estime que dans les prochaines années, ces nombres d'heures va augmenter dans nos bâtiments. Donc on verra qu'il y aura certainement, au-delà de 2030, aussi des réglementations qui vont arriver sur ce sujet-là, qui seront plus précises. Donc voilà, on va regarder effectivement le carbone, le stock aussi de ce que peuvent stocker les matériaux, par exemple,
et puis l'impact aussi des VRD, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte que la parcelle continue à stocker, si on l'artificialise pas trop, du carbone à la parcelle. Pour l'instant, il n'y a pas de seuil sur ces choses-là, mais on sait que d'ici, au-delà de la RE 2020, hein, donc 2031 et plus, potentiellement, ces indices-là rentreront dans le cadre réglementaire. La SNBC, Stratégie nationale bas carbone, elle vise une décarbonation complète des phases d'exploitation. Donc effectivement, hein, sur le cadre de la SNBC, on a deux grands sujets, c'est décarboner les bâtiments existants, donc l'exploitation, et décarboner nos transports. C'est vraiment les deux secteurs où il y aura plus d'efforts à faire en France. Le secteur de l'industrie de la construction doit faire un effort de décarbonation, mais il sera, on va dire, moins important proportionnellement par rapport aux émissions de l'existant. Le constat. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment en France, c'est 25% de l'empreinte carbone. Une majorité de ces émissions, 20%, c'est lié à tous nos bâtiments existants, notamment encore à la thermie d'hiver, hein, liée au chauffage et au fuel pas que, mais c'est quand même une grosse majorité des dépenses carbone aujourd'hui des bâtiments en France. Donc l'industrie de la construction, elle, représente 5%, hein, si vous faites la différence entre les deux. Il va falloir donc faire des efforts sur ces 5%, mais on voit bien qu'il y a quand même un gros effort à faire sur les bâtiments existants de l'ordre de 20%. En deux grands efforts, on verra, hein, c'est décarboner l'énergie, donc remplacer majoritairement fuel gaz par d'autres types d'énergie, et mieux isoler, notamment pour la thermie d'hiver, mais bien sûr en prenant en compte que la thermie d'été va évoluer dans les années à venir et qu'il faudra aussi prendre en compte ça pour pas avoir un effet rebond sur, par exemple, le rafraîchissement de nos bâtiments et l'utilisation trop massive de la climatisation notamment. Qu'est-ce que ça représente en millions de tonnes? Bah, à peu près ça. Donc, quand on regarde l'ensemble de la France, hein, 50 millions de tonnes les produits de construction et d'équipement, 75 plus 20 plus 8 sur la partie exploitation des bâtiments. Donc, une grosse partie, on voit à 75, c'est vraiment la consommation d'énergie. Dans les 20 millions de tonnes restants, alors les 8 millions de tonnes, c'est les gaz fluorés, donc notamment les appareils de rafraîchissement. Dans les autres émissions, on a un peu de tout dans ces autres émissions-là. Si on regarde maintenant plus précisément par typologie d'ouvrage, alors ça n'est qu'un exemple. Bien évidemment qu'en fonction de la maison individuelle, du logement collectif ou du bureau que vous faites, ces bouts de camembert peuvent varier. Mais à la grosse, on voit que sur une maison individuelle, seconde œuvre, gros œuvre et équipement, on a 25, 33 et 40%. Avec la partie après, effectivement, courant fort, courant faible et chauffage. Donc, les équipements ne sont pas neutres, hein, dans une maison individuelle. Et finalement, le gros œuvre n'est pas majoritaire, parce qu'on met souvent la structure et le gros œuvre en premier, ou qui représenterait la moitié. Mais sur une maison individuelle, ce n'est pas forcément le cas. Quand on regarde un logement collectif, le gros œuvre prend un peu plus de place, donc la structure, hein, plutôt un tiers. On a plus de fondations, souvent, pourquoi pas des infrastructures. Mais là, on est sur 66% sur gros œuvre, second œuvre, et puis 25%, un peu plus que 25% sur les équipements existants. Notez bien aussi qu'on voit la partie sur ces équipements-là, de la partie voirie et l'indice carbone chantier, hein, qui représente en moyenne 5% des chantiers. Quand on revient, là, on avait 3% sur un logement collectif, sur les bureaux, 4%. Donc, en moyenne, l'impact chantier, c'est 5% des gaz à effet de serre de la partie chantier. Donc, le plus gros, hein, restant, les matériaux qu'on met en œuvre pendant cette phase chantier. Et on voit bien aussi, ce qui est assez flagrant sur ces camemberts, c'est qu'il n'y a pas un seul secteur qui va devoir faire un effort, parce que on peut effectivement travailler sur, par exemple, les plus grosses parts de camembert, hein. Là, on voit structure, chauffage, ventilation, électricité et un peu les façades. Mais en fait, tous les secteurs devront faire leur part de décarbonation sur les chantiers dans les années à venir, pour tendre vers cette division par deux dans les années à venir des gaz à effet de serre de la construction, et même plus, hein, dans les 25 prochaines années. Un autre petit exemple sur les établissements secondaires, là on voit que voilà, les bouts de camembert bougent un peu, mais 30%, 30%, 35%. On voit encore que la structure, chauffage, électricité sont prépondérantes, et le menuiserie représente aussi une grosse part, mais voilà, on a tous les autres secteurs qui devront faire une phase d'effort. Si on présente ça un peu différemment,
Là, vous l'avez en chab, le coût carbone, le coût carbone. Ce qui est intéressant de montrer, c'est qu'on peut aussi regarder ça différemment. Par exemple, là, on avait un impact sur du logement collectif, un point fait sur la façade, et on peut ramener aussi le coût carbone, par exemple en mètre carré de façade. Là, on voit grosso modo les façades représentaient 95 kg en mètre carré de chab, et quand on les ramène en kilogrammes par mètre carré de façade, on est plutôt à 125 kg. L'idée, c'est de retenir que les façades elles sont un point important sur le clos couvert, quand on raisonne non plus en structure, mais plutôt en macro-lot. Du coup, le clos couvert représente un poids assez important de l'impact carbone, et ça peut augmenter en bureau, surtout si on est sur des façades assez vitrées. Outre le fait qu'il y a un coût carbone en plus sur ces façades vitrées importante à la construction, puisqu'effectivement il y a beaucoup de mètres carrés de verre, il y aura aussi un impact demain sur la thermie d'été. Donc l'idée, c'est aussi de réfléchir le sujet adaptation à ces bâtiments très vitrés, comment on fait pour éviter de prendre trop de calories, notamment l'été, en solaire. Alors, une fois qu'on a posé un peu ces constats, quels sont nos leviers d'action? Grosso modo, mixité constructive, levier d'ouvrage. On voit que les seuils à franchir sont répartis par type de matériaux. Et effectivement, sur la partie gros œuvre, il y aura un effort certain à faire sur le béton, notamment. Alors, il y aura plusieurs façons de faire, hein. D'abord, enlever quelques mètres cubes de béton et faire de la mixité structurelle un peu plus sur les programmes. Et puis, mettre des bétons avec des intensités carbone, des impacts carbone moins importants. Tous les cimentiers et toute la filière béton prêt à l'ouvrage travaillent d'ores et déjà sur le domaine, hein. Ils ont largement avancé pour aussi travailler avec des bétons ayant moins d'impact, évidemment, sur la partie gros œuvre. On voit que la partie terre cuite n'est pas neutre non plus, hein. Elle représente quand même une part importante. L'idée, ça va être aussi de travailler sur ces différents produits-là pour mettre, on le voit, hein, sur la partie en remplissage des façades, par exemple, plus de bois dans les façades dans les années à venir. Sur les matériaux de façade, quand on fait vraiment un zoom sur la partie façade, on voit que il va y avoir plusieurs façons de décarboner les façades. D'abord, effectivement, avoir un peu moins de vitrage, hein. On a dit que le poids carbone sur les menuiseries, c'était essentiellement le vitrage. Donc, il va falloir effectivement accepter d'avoir des bâtiments qui soient un peu moins vitrés, et puis le reste peut-être plus avec de protection solaire. L'optimisation de la menuiserie, ça pèse un peu, hein, mais en décarbonation, même si pour le coup ça peut coûter un peu plus cher. Et puis les différents parements qu'on pourra mettre pour éviter d'avoir ce coût carbone. Par mètre carré de façade, on voit qu'on pourrait même baisser le coût monétaire d'une façade, mais par contre on aurait vraiment un gain complet, sur le carbone par mètre carré. On dit quasiment 40% sur cette slide-là. Donc l'empreinte de la façade, l'alléger en carbone sans augmenter son poids économique. Et il y aura aussi ce biais-là à prendre, ne pas alourdir le coût des mètres carrés qu'on construit aujourd'hui par ces biais de décarbonation. Quand on regarde la partie lot technique, pour l'instant, les potentiels de décarbonation sont plutôt modestes, parce qu'il reste un gros travail à faire sur la filière industrielle pour avoir notamment des FDES, on va en reparler, hein, fiables sur les différents. Et plus on va avancer vers la RE 2020, plus il va falloir aller chercher effectivement des impacts forts, notamment courant fort, notamment équipement sanitaire ou chauffage, ventilation. Et ça, c'est à l'avancement, hein, dans ces 5 prochaines années. C'est l'avancement de la filière, et notamment l'amélioration des connaissances de données carbone des différentes industries, qui vont permettre d'être de plus en plus précis sur ces lots courant fort, courant faible, plomberie, ventilation, qu'on va être capable de décarboner, notamment parce qu'on aura des données de plus en plus précises sur le sujet. Grosso modo, il y a quand même moyen de
l'impact de ces ouvrages sur nos bâtiments. Donc les lots techniques, hein, on le voit bien pour l'instant, on était plutôt des équipements, enfin des données métiers globales, et de plus en plus on va aller avec des informations précises, et on va revenir sur ce que sont que les FDES, PEP et DED. Pour les ouvrages, pour distinguer les sujets sur les deux ouvrages, il y a aussi deux façons de voir les choses. Il y a les effets de substitution, donc changer un matériau pour un autre qui est moins impactant, mais on a aussi les effets de séquestration. Ça va plutôt concerner les matériaux biosourcés, donc tout ce qui va permettre de capter du carbone. Alors notamment, évidemment, on pense au bois, mais il n'y a pas que le bois, hein. On a tous les isolants, évidemment, qui peuvent jouer ce rôle-là. La stratégie nationale bas carbone a fait le choix, hein, vraiment de pousser ces types de matériaux-là dans l'engineering et dans l'industrie de la construction. Alors, c'est des matériaux qui sont finalement très connus parce qu'ils étaient largement utilisés dans le bâtiment avant les révolutions industrielles. Ils n'étaient pas facilement industrialisables. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été beaucoup maintenus et voilà. C'est-à-dire qu'on va remobiliser une filière qui est la filière agricole pour permettre d'avoir effectivement des matériaux à disposition pour le bâtiment. Donc là où on avait une filière industrielle qui devait discuter avec une filière du bâtiment, on va avoir maintenant une discussion tripartite entre la filière agricole qui peut produire ces isolants-là ou ces matériaux-là, ou sylvicole, hein, pour le bois, l'industrie du bâtiment qui, elle, transforme, et puis l'industrie de la construction qui met en œuvre ces matériaux. Je vais y revenir assez rapidement parce que vraiment c'est assez connu, mais bon, le bois on peut le retrouver dans plein d'endroits, le cloisonnement, l'étanchéité, la menuiserie, le revêtement, en isolant évidemment, même en fibre de bois. On a une colle à dégâts spécifique fibre de bois. La paille qui reste un matériau assez intéressant parce qu'on en produit énormément en France, le lin, la ouate de cellulose, le chanvre. Et le coton, alors le chanvre a vraiment déjà fait sa mue industrielle, hein. On voit que c'est quelque chose qui permet notamment de mettre des champs en pause en cultivant du chanvre, et peut être transformé pour aller faire des éléments de façade, des éléments structure, de l'isolant. Il peut être transformé en éléments plastique, ce qui permet d'avoir une vraie grande utilisation de tout ce chanvre. En local, il y a tout le sujet réemploi. Donc en fait, chaque fois qu'on mettra en œuvre un matériau de réemploi dans l'industrie du bâtiment, il sera compté pour zéro dans le calcul carbone, d'où l'intérêt de plus en plus des maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'œuvre pour aller choisir de faire de mettre en œuvre des matériaux de réemploi, avec la difficulté, c'est qu'il faut que l'ensemble de la filière et l'ensemble des équipes projets soient mobilisés pour le faire, pour sourcer les endroits où on peut récupérer ces matériaux, savoir où ils sont stockés, savoir comment on peut les mettre en place. Et voilà, donc l'idée, ça va être vraiment de plus en plus d'aller vers ces ouvrages de matériaux de réemploi. Ça aussi, c'est un vrai changement de paradigme dans nos métiers pour permettre d'avoir vraiment une circularité, hein. Ça fait quelques années maintenant qu'on en parle, mais vraiment, c'est gagner de la circularité sur nos bâtiments. Alors, les acronymes barbares, FDES, PEP, DED. Donc FDES, fiche de données de déclaration environnementale et sanitaire, ça c'est pour les matériaux. PEP, profil environnemental produit pour les équipements, hein. Donc on va là-dedans mettre plutôt les équipements, les équipements notamment techniques. Et les DED, données environnementales par défaut. FDES, PEP, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est qu'une FDES va évaluer l'ensemble du cycle de vie d'un matériau. Donc, grosso modo, de sa fabrication à l'extraction des matières premières, à sa fin de vie, tri ou recyclage, ou réemploi d'ailleurs, hein, même. L'idée, c'est que chaque fabricant va pouvoir faire effectivement sa fiche FDES ou sa fiche PEP, puisque le PEP, c'est la même chose qu'une FDES, mais au niveau d'un produit. Par exemple, là, vous voyez les petites fiches, on a les prises électriques, ça peut être des interrupteurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est que là-dedans qu'une DED? Une DED, c'est quand un fabricant n'a pas fourni
n'a pas fait sa fiche F2S ou sa fiche PEP, eh ben, on a une donnée environnementale par défaut qui est bien évidemment largement supérieure, puisqu'il y a des coefficients de sécurité dessus, à une F2S ou une PEP. Du coup, qu'est-ce qui se passe comment ça fonctionne et qui fait quoi? On a d'abord une maîtrise de l'ouvrage qui doit être conforme, qui doit produire un bâtiment conforme à la norme, qui est fait appel à une maîtrise d'œuvre. Et la maîtrise d'œuvre va établir un cahier des charges et exiger, quand les entreprises vont mettre en œuvre, les fiches produits PEP ou FDES pour, pour valider la conformité d'un projet, notamment à la réglementation sur l'impact carbone construction. Là-dedans, on voit bien que les fiches produits, elles sont fabriquées par les fabricants. Donc les FDES ou les PEP. Quand il n'y a pas de fiche produit fabricant, on est sur les données environnementales par défaut qui ont tendance à malheureusement impacter négativement le projet. Donc l'idée, ça va être d'avoir de plus en plus de FDES. Aujourd'hui, on a largement augmenté depuis maintenant 3 ans que l'ARE est lancé le nombre de FDES présentes sur la base IGNES, mais il y a encore largement de quoi faire pour avoir de plus en plus de fiches environnementales. Je vais parler par exemple de quelque chose qui m'est cher, notamment en structure et en gros œuvre, dont on parle un peu. C'est par exemple la pierre massive. Il n'y avait quasiment aucune FDE sur des carrières, mais fait aucune FDE sur les pierres massives. Les premières sont arrivées sur la base IGNES et elles divisent, je ne vais pas vous dire, je crois pas vous dire de bêtises, que ça divise quasiment par 10 une DED, une donnée environnementale par défaut. Donc là où on avait un impact de pierre massive qu'on regardait même pas parce que le calcul carbone était complètement planté, maintenant avec des FDES, ça permet de faire ça. FDES individuel, FDES collective. FDES individuel, un fabricant fait sa fiche spécifiquement pour son produit. FDES collective, un regroupement de fabricants. Par exemple, si des gens qui font des interrupteurs se disent on se met ensemble pour faire la FDE de notre interrupteur, on sait qu'elle sera un peu plus défavorable, mais ça permet d'amortir le coût de cette FDE sur plusieurs entreprises. On voit qu'un FDE, c'est du simple au double. Là, par exemple, on a un exemple de monocouche bitumineux. Donc, il y a un vrai intérêt à ce que chaque fabricant, au moins collectivement, fasse une FDES et pourquoi pas le fasse s'il a un gros volume de produits, qu'il le fasse pour son propre produit. Si on regarde maintenant la rénovation, on a un poids carbone effectivement avant rénovation, après rénovation, où on va regarder plutôt ce qu'on a évité comme coût énergétique et souvent comme coût carbone. Vous le voyez en bas à droite, c'est des slides qui sont issus du hub de prescripteurs des bas carbone. On voit bien que le poids carbone, consommation d'énergie et carbone suit consommation carbone et consommation d'énergie se suivent avant et après rénovation. L'idée, ça va être vraiment de diviser par quasiment 1,5, voire même mieux, par 2, la quantité d'énergie et donc la quantité de CO2 utilisée pour les bâtiments. Sur les matériaux, les premières remontées de données réelles qu'on a des premières rénovations, ça va être de travailler sur notamment la partie façade, cloisonnement, couverture, superstructure. On a un bon tiers du poids carbone. Et les lots techniques, il y aura aussi, plus les FDES vont avancer, plus on aura l'occasion de faire effectivement des gains carbone sur ces installations. Sur la partie superstructure qu'on voit tout en bas, alors oui, j'ai pas cité, mais effectivement, vous avez peu de gains puisqu'on essaie souvent de garder les structures et de pas trop impacter les structures sur les rénovations. C'est d'ailleurs là que les rénovations sont plus intéressantes du point de vue du carbone que les constructions neuves parce qu'effectivement, on n'a pas cet impact structurel sur le coût carbone qu'on a sur la phase chantier. Autre exemple du poids carbone de la matière, là sur la partie courant fort, courant faible, où on voit qu'effectivement, il y a quand même un sacré poids sur la partie CVC. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ces gains sur les lots techniques en rénovation, parce que c'est eux qui, du coup, pèsent assez lourdement sur la partie rénovation, sachant que là, vous voyez, on est quasiment à 1000 kg équivalent CO2 par mètre carré de plancher réhabilité, ce qui est quand même un score assez élevé en kilogrammes de carbone. Les différents leviers d'action. Maintenant qu'on a posé tout ça, on reste sur les mêmes méthodologies, c'est-à-dire
d'abord avoir une méthodologie, suivre les réglementations, voire anticiper certaines réglementations. On cite évidemment les analyses ACV, le suivi de l'ARE 2020, les observatoires et les bilans carbone, et puis l'outil Bâti Carbone de la Fédération française du bâtiment. La sobriété, donc moins d'énergie, comment on consomme, comment on a une sobriété énergétique et une efficacité énergétique, et puis comment on consomme moins de matériaux dans la phase construction, donc frugalité, éco-conception, durabilité, réemploi, réutilisation. Et la dernière, c'est le consommer mieux, donc qui est sur la partie plutôt consommer mieux l'énergie, donc pourquoi pas de l'énergie décarbonée, le NR, de la flexibilité énergétique, et puis consommer les matériaux émettant moins de gaz à effet de serre, les biosourcés, les géosourcés, les bétons moins gourmands en carbone, et pourquoi pas le stockage carbone avec la partie bois. Sur le sujet matières premières, quand on regarde maintenant la partie énergétique, ce qu'on voit, c'est qu'on a des grosses émissions sur la partie chimie, sidérurgie et métallurgie qui arrive en bas. L'idée, ça va être effectivement de regarder comment l'industrie lourde peut aller faire aussi ses économies carbone, ces économies carbone dans les années à venir. Et ils ont un gros gisement, c'est qu'ils produisent beaucoup de chaleur. Donc la question, c'est comment on peut aussi récupérer ces parts de chaleur pour aller réinjecter cette chaleur en énergie et pas qu'elle soit perdue pour partir aux petits oiseaux. Certains procédés sont plus ou moins émetteurs. Là, on cite les plus importants, hein, donc le ciment, la chaux, le verre, la tuile et la céramique. On voit bien, par exemple, des différences entre chaux et ciment et verre, tuile et brique. Sur la partie chaux et ciment, la combustion n'est pas finalement le facteur le plus important, hein, même si il reste prépondérant. Mais on voit qu'on a ce qu'on appelle la décarbonatation. Donc, quand vous chauffez du calcaire, vous allez libérer des atomes de CO2. La question, c'est comment on fait pour, changer le type d'énergie pour les fours à chaud, et deux, pourquoi pas recapturer le CO2 à la sortie des fours. Cette recapture du carbone, c'est pas du tout mature, hein, pas avant 2030, et ça consomme de l'énergie, donc il faudra mettre de l'énergie pour ça. La deuxième solution, ce sera effectivement d'avoir des bétons ou des ciments, enfin des bétons allégés en ciment classique. Pour le verre, la céramique et la tuile, le gros coût, le gros impact, c'est l'impact effectivement combustion. Donc, quelle typologie d'énergie on devra changer pour diminuer l'impact de ces matériaux-là, qui sont assez émetteurs de CO2. Alors, il y a un secteur qui est quand même extrêmement lié au nôtre, c'est le secteur de la mobilité, parce que les bâtiments qu'on construit vont générer logiquement, hein, des déplacements. On se déplace tous les jours pour aller d'un bâtiment à un autre, soit au travail, soit à la maison. La question, c'est comment demain l'industrie de la construction imagine effectivement les futurs déplacements, et comment on doit aussi imaginer les transports en commun et des infrastructures qui permettent de décarboner ce secteur de la mobilité. Vous l'avez évidemment aussi en scope 1 dans vos entreprises, avec la mobilité des salariés de l'entreprise, évidemment, sur le chantier ou en commerce pour aller chez les clients. Donc, on a aussi ce sujet-là sur le scope 1 des entreprises, comment on décarbone la mobilité de nos salariés, et comment on pense finalement dans les constructions aussi décarboner la mobilité des futurs usagers des bâtiments. La partie emballage, c'est pas une mince affaire. Alors, du point de vue du carbone, c'est pas ce qui représente le plus, il faut être très clair, hein. La partie emballage, là, on a une représentation des typologies d'emballage en fonction des secteurs d'activité. On voit que le secteur du BTP, c'est environ 20%. Donc là, on va être plutôt sur les produits incorporés. Mais dans les 40% d'emballage que vous avez dans le gros rond en bas, vous avez aussi tous les emballages liés aux industries du bâtiment. Donc, il y a un vrai sujet sur la partie emballage, production plastique. On est quand même sur une filière issue de la pétrochimie. Comment on peut trouver soit des secondes vies, soit des usages de réemploi, et pourquoi pas, in fine, du recyclage ou de la réutilisation. Et puis, sur la partie emballage pur, comment on imagine baisser cette quantité d'emballage qu'on a. On sait qu'on a tous tendance à avoir malheureusement du suremballage sur les produits. C'est pas... Comment?
J'ai entendu, pardon. Comment on baisse tout ça? En conclusion, il n'y a pas de solution miracle. Il y a seulement des chemins à traverser ensemble, mais on doit tous faire notre part d'efforts. Il n'y a pas un secteur qui devra faire plus d'efforts que les autres. Proportionnellement, hein, par rapport à l'impact que vous avez vu sur les différents lots et corps d'État, chacun devra faire sa part d'efforts. Alors oui, il y a des lots qui pèsent plus lourd que d'autres, donc quand vous faites 50% d'un tiers, c'est pas la même chose en valeur absolue que 50% de 5% quand vous représentez que 5% du poids carbone d'un ouvrage, mais vous devrez faire quand même votre 50% d'efforts sur ces 5%-là, ce qui est non négligeable évidemment. Alors on peut le parler à l'échelle d'un ouvrage, on peut aussi ramener ça à l'échelle de l'industrie. Par exemple, j'anime actuellement des ateliers qui s'appellent Défi de la construction, où on voit qu'à l'échelle d'un bâtiment, finalement, le sol souple ou la peinture pèse assez peu dans le poids carbone global de l'ouvrage. Mais moi, ce que j'ai tendance alors, une fois qu'on a vu, ça permet de dire, mais on a quand même un objectif, c'est d'aider les industries aussi à faire de mieux en mieux. Et donc, quand c'est votre métier, quand vous êtes soit peintre, soit poseur de sol, il faut aussi trouver des relais pour baisser l'impact carbone de vos produits. Et ça se fera vraiment avec tout le monde, c'est ça qu'on a envie de passer comme message. Il y a des solutions à exploiter. Donc, on a des petites fiches qui existent évidemment, qui ont été faites dans le cadre des décarbonés pour vous aider à identifier les pistes de réduction sur vos métiers. Là, on a façade de structure, mais on avait fait aussi la partie lot technique pour regarder comment vous pouvez effectivement avoir des réductions d'impact sur la partie décarbonation, hein, puisqu'on est sur l'outil Les Décarbonés de vos différents métiers et les pistes de solutions qu'on vous conseillait de creuser, ou les revêtements intérieurs ou les cloisons, par exemple. Et la partie étanchéité. Voilà d'autres solutions. Je ne vais pas forcément les lire ici, mais évidemment qu'elles sont à votre disposition si vous voulez les consulter. Voirie, méthode, photovoltaïque, voilà, on avait quand même vraiment toutes les différentes fiches et solutions à explorer. Et ça, c'était les différentes. Alors, suite aux ateliers, effectivement, on a eu un temps de co-création avec les entreprises de la fédération qui ont suivi ces ateliers des décarbonés, qui permettaient d'aller s'appuyer sur, d'abord, décloisonner, ouvrir, arrêter de travailler en silo. Ça, c'est vrai que c'est une des grosses demandes qui est ressortie et peut-être une des plus grandes difficultés qui s'offre à nous. L'avantage, c'est que vous avez quand même une belle organisation professionnelle qui est la Fédération française du bâtiment, qui permet de créer ces lieux, ces passerelles de dialogue, ces lieux de dialogue pour de mieux en mieux arriver à avoir des impacts sur les différents métiers. Évaluer son impact, ça reste la première, ça reste le premier biais, hein, faire son bilan carbone pour voir où sont les coûts carbone de votre structure et puis se donner une feuille de route en cohérence avec la réglementation environnementale ou les différentes réglementations. Et puis comment embarquer les collaborateurs dans un moment où on le sait, le sujet environnement, carbone peut ne pas être le premier sujet prioritaire de l'entreprise dans un contexte plus tendu ces 18 derniers mois. Mais l'idée, c'est quand même de ne pas perdre de vue que ce sujet-là restera malheureusement présent, hein. Le changement climatique et ses impacts sont de plus en plus présents. On a notre rôle à jouer, moi je pense, en tant qu'industrie de la construction, pour montrer que des métiers vieux comme le monde, puisque la construction et avoir un toit sur la tête, ça fait quand même partie des bases de la pyramide de Maslow, peuvent faire leur part d'effort et montrer la voie à suivre dans le monde industriel de la construction. Et je crois que j'en ai fini là. Non, il y avait une dernière slide sur la partie restitution des ateliers. Donc ça, c'était la restitution des ateliers qui ont été faits avec Nantes Métropole, si je ne dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, Anna. Oui, Ah, j'allais pas dire. ton micro, Anna. Vas-y, Anne, tu m'entends, Anne? C'est bon. Voilà. Donc là, c'est le moment de mettre dans la conversation le lien pour aller trouver la restitution de ces ateliers. Pourquoi
c'est aussi une des solutions à explorer parce que la question était sur le carbone incorporé. Et si je ne me trompe pas, Renaud, c'est une des solutions pour décarboner largement dont tu t'as parlé tout au début sur toute la partie CVC et l'eau technique. Et comme nous avons fait intervenir aussi toute la chaîne de valeur de notre écosystème, et bien là-dedans aussi, vous trouvez plein de pistes de solutions plus globales avec la question sur les méthodes, sur l'information, sur des sujets RSE, sur la biodiversité. La décarbonation, comme tu l'as bien dit, Renaud, c'est un peu la finalité. Il y a 1000 chemins pour y aller. Bien, j'ai commencé à parler. Je voulais dire au départ, merci Renaud pour cette présentation. J'espère que déjà quelques-uns ont trouvé des réponses ou des réponses soit à leurs questionnements, soit à leurs attentes qu'ils avaient posées au début de l'atelier et qu'ils se sont retrouvés par rapport à leur métier dans les camemberts ou, comme tu veux, dans les slides que tu as montrés. Je réponds très rapidement. Vous allez retrouver aussi sur notre site non seulement le replay, mais aussi cette présentation-là et les pistes de solutions que Renaud a montrées. Si tu veux, Renaud, tu peux enlever le partage. Oui. Et juste un petit mot sur les pistes de solutions. Il y en a 1000. C'est juste, en fait, nous, on les met à votre disposition pour les challenger, pour les tester, pour nous faire un retour si vous avez trouvé encore de meilleures solutions. Et de toute façon, ce sont des pistes de solutions qui sont amenées à s'améliorer, à être creusées, à être testées. Je vais donc aussi poser une question à Anne. Est-ce qu'on voit bien aussi Vincent pour qu'on puisse passer sur les réponses à des questions ou des attentes? Ah, super. Donc là, nous sommes les 3 répondeurs, j'ai envie de dire. Il y a une question qui s'est posée dans le squat, notamment Renaud, peut-être Vincent aussi, tu pourras y répondre. C'est la question sur les fiches PEP et FTES, c'est-à-dire la caractérisation des matériaux ou des procédés. Est-ce que c'est très lié au marché français? Est-ce que ces fiches peuvent servir à l'international? Et est-ce qu'en Europe, il y a des demandes similaires à nos fiches spécifiques? À vous, si vous avez une réponse. Vincent, je te vois sourire. Est-ce que tu sais? Moi, je travaille principalement sur le marché français et même assez locaux. Et effectivement, je ne saurais pas répondre à cette question. J'espère que Renaud peut nous accompagner, effectivement. Je ne vais pas être beaucoup plus percutant, j'ai l'impression. Je travaille effectivement beaucoup à la France. En fait, c'est quand même très clairement très clairement lié à la base Ignies, qui est une base française pour le coup. D'où la difficulté d'avoir des fiches par des fabricants internationaux, hein. Mais je pense qu'il existe quelque chose, notamment en ACV, sur l'Europe. Alors, sur l'Europe, on risque de trouver des choses, mais il existe en fait une multitude de bases de données. Il n'y a pas vraiment de fiches enfin, de base aussi large que la base française. Aujourd'hui, je sais pas, en France, on a à peu près 6500 ou 7000 fiches FDES. Et je crois que les autres pays sont plutôt à 1000-1500. Donc, vu qu'on a une réglementation spécifique qui permet de calculer le carbone, qui impose maintenant un plafond carbone par mètre carré construit, et qu'on est pour l'instant quasi le seul pays au monde à avoir ça, et bah, du coup, on est aussi le seul pays au monde à avoir ce nombre de fiches FDES et ce sujet de calcul carbone. Pour avoir discuté un peu avec des Allemands dans le cadre du déploiement, dans le cadre de la traduction de la fresque de la construction en Allemagne, en Pologne, en Suisse, et même en Espagne. En Allemagne, ça commence tout juste, mais on voit qu'ils n'ont pas ce sujet de on a besoin de calculer l'impact carbone par mètre carré construit, donc du coup, ou alors ça se fait que sur la base du volontariat, et c'est pas une obligation, et du coup, bah, ça va beaucoup moins vite. Et si je peux juste
appuyer ton propos, Renaud, c'était hier à Energy Meeting, peut-être certaines d'entre vous aussi. Et l'architecte qui s'occupe de la Cité des Imaginaires à Nantes, qui est belge, a bien confirmé que la réglementation et les demandes et ces fiches de décarbonation de la France sont beaucoup plus loin que les autres marchés sur lesquels ils répondent. Et pour creuser la question, je peux quand même parler aussi des innovations au niveau d'Europe. Il y a des choses qui bougent. Et en tout cas, moi, en tant que chef de projet innovation à Novabuild, je vais continuer à creuser ce sujet au niveau européen. Voilà. Il y a peut-être j'ai d'autres questions. Alors, j'ai pas tout à fait d'autres questions. Je dis aussi, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Peut-être le fait d'avoir présenté très, très rapidement tes slides, Renaud, peut-être les questions viennent maintenant. N'hésitez pas, Anne est toujours là. Elle nous aide toujours à nous les envoyer. Et en attendant, j'en ai préparé d'autres, bien sûr. Il y a une question sur, peut-être spécifiquement, je ne sais pas, ça peut être une question pour vous deux. Il y a peut-être, est-ce que, si je dis logement social, est-ce que par rapport à la décarbonation du logement social, est-ce qu'on peut parler de spécificité de ce secteur-là ou pas? Alors, il y a une spécificité, les bailleurs sociaux restent propriétaires de leurs murs. Donc, ils ont quand même, en tant qu'exploitant des bâtiments, hein, contrairement à un promoteur, par exemple, immobilier classique, qui revendrait dans un second temps, soit en bloc, soit à des investisseurs séparés, le fait qu'ils sont peut-être un peu plus attentifs au sujet de l'adaptation au changement climatique de leur patrimoine. Notamment parce que ils doivent avoir des locataires, donc ils vont éviter d'avoir de la vacance locative, et donc ils vont être certainement plus à l'écoute au moment de la phase conception de est-ce que ce bâtiment-là va être correctement adapté, acclimaté, hein, j'aurais tendance à dire, même à un climat qui risque de changer dans les années à venir. On voit déjà qu'il change et on sait que le changement va continuer à s'accélérer. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une différence entre des gens qui restent propriétaires de leur bâtiment. Ça peut être le cas aussi d'investisseurs qui feraient construire leur maison, par exemple, hein. On doute bien ils seront peut-être plus attentifs à est-ce que ma maison, je vais pouvoir la garder 25-30 ans, est-ce qu'elle va être adaptée dans un climat futur. On peut avoir aussi ce même raisonnement-là pour des propriétaires acquérants, enfin des constructeurs acquérants. Et toi, Vincent, est-ce que tu interviens dans le remplacement, j'imagine la rénovation, donc le remplacement des menuiseries dans le logement social? Est-ce que tu y vois quelque chose en lien spécifique à ce secteur par rapport à la décarbonation? Sur le plan technique, je dirais que tous les marchés en fait hein, sont engagés dans de la rénovation. On l'a dit tout à l'heure, effectivement, la spécificité française, c'est qu'on est quand même très en avance au niveau de la norme sur beaucoup de pays européens pour ce qui est de la rénovation énergétique et du neuf d'ailleurs. Spécificité sur le plan technique, non, parce que en fait, on vient effectivement remplacer. Les règles sont les mêmes. Enfin, peuvent être un peu différentes, mais globalement, on travaille maintenant avec des produits industrialisés et du coup, pour des raisons de coût d'ailleurs, hein. Et effectivement, c'est plus sur les techniques peut-être, mais qui dépendent plus du mode de construction. Alors effectivement, souvent, le logement social est un bâtiment plus simple dans son organisation. On va trouver effectivement une industrialisation des process, notamment de la construction hors site, hein, qu'on va retrouver de plus en plus pour isoler les façades. Mais sur le plan technique, en tout cas, pas de grande spécificité dans la rénovation de ce type de bâtiment. Ok, merci. Alors, il y a une question dans la salle qui est concernant les déplacements. Donc ça, c'est dans le scope 1 ou 3 d'un bilan carbone. C'est une question pour les salariés. C'est-à-dire, je sais, Vincent, tu étais
es vraiment dans cette démarche-là. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton exemple sur décarboner les salariés? Et du coup, j'imagine que tu sais aussi dans quel scope tu as mis le déplacement des salariés et des solutions que tu as mis en place. Alors, on est plutôt d'abord dans le scope 1, évidemment, puisque la mobilité, on la retrouve plutôt là. Nous, on a depuis maintenant 7 ans démarré l'électrification du parc. Et on voit, alors, chez Atlantique Couverture, c'est 140 véhicules, donc on est touché par la loi à l'homme qui impose certaines règles concernant notamment les parcs de plus de 100 véhicules, mais il faut quand même savoir que ça va descendre sur des parcs de 50 véhicules dès la fin d'année prochaine et que ça va évoluer évidemment dans ce sens, c'est-à-dire que aujourd'hui effectivement on nous demande d'électrifier le parc à marche forcée, même si ces règles vont être allégées. En tout cas, nous on avait démarré avant. Et effectivement, on a équipé tous nos véhicules de service, quasiment aujourd'hui sont électriques, et on a bien avancé aussi sur les fourgons. Il faut savoir qu'il y a des vraies bonnes solutions qui arrivent maintenant pour équiper effectivement les véhicules de chantier en électrique, pour s'équiper en électrique, puisqu'on commence à arriver à des produits qui sont un peu moins chers, d'une part, et puis parallèlement à ça, qui sont également mieux équipés, puisque pendant un temps, nous, les premiers fourgons qu'on a pris il y a 2, 3 ans, je tairai les marques, mais avaient moins de capacité de chargement, une hauteur de plancher qui était un peu réduite, on n'avait pas de capacité à mettre un attelage remorque, et on avait des vitesses qui étaient limitées pour des autonomies assez faibles. Bon. C'était pas très, très glamour. Aujourd'hui, on arrive avec des véhicules qui ont quasiment les mêmes capacités, avec des autonomies de quasiment 400 km. Donc, concrètement, on peut travailler avec des surcoûts qui sont quand même bien en dessous de ce qu'on a connu. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'électricité, de la partie électrique. Alors, nous, on a mis effectivement en place ce qu'on appelle une team mobilité, hein, pour réfléchir à la mobilité des salariés. Alors, on offre encore aujourd'hui la capacité à charger les voitures personnelles. On a de plus en plus de personnel, effectivement, qui a son véhicule électrique. Mais on souhaite effectivement au maximum, et moi je me bats pour ça, parce que je pense que malgré tout, la meilleure mobilité, c'est la mobilité collective. Et effectivement, bon, nous, on est beaucoup entreprises de bâtiments à être répartis. Nos sièges sociaux sont plutôt sur les périphéries des grandes villes. Et tout l'objectif, c'est effectivement de se bagarrer pour obtenir des transports collectifs, des bus, des cars. Et ça fait partie des engagements que nous, on essaye de mener un peu partout. Pour Si compléter la Vincent, réponse de oui, Vincent, vas-y. et compter dans le scope 1 tous vos véhicules d'entreprise. Vincent vient d'en parler, donc ça, c'est vraiment du scope 1. Y compris des véhicules des commerciaux, par exemple, voilà, s'ils rentrent chez eux ou s'ils utilisent le week-end, et compter dans le scope 3 tous les déplacements des salariés avec leur véhicule personnel. Ça peut être une part non négligeable, hein, sur le scope 3. Il peut y avoir aussi, s'ils ont beaucoup de kilomètres à faire pour venir au travail et qu'ils le font avec leur véhicule personnel, ça rentre plutôt dans le scope 3. Merci Renaud. Et j'ai envie, parce que là on est dans les mobilités, et quand j'ai discuté avec Vincent, on a fini par dire le mot un peu lobbying. Je sais pas si tu te rappelles Vincent, mais c'est-à-dire que là il y a peut-être aussi quelque chose à mettre en place pour aller encore plus loin, en lien avec les collectivités et même en lien avec l'aménagement plus largement. J'avais une attente sur la partie plutôt aménagement VRD. Ça parle de routes, réseaux urbains, infrastructures, puisque je me dis, s'il y a eu cette question-là, peut-être on peut peut-être revenir sur 2, 3 solutions qu'on avait trouvées, Renaud, pour dire, voilà, quand vous êtes une entreprise qui travaille sur l'aménagement, moi, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est la gestion de la terre excavée. Il y a peut-être la récupération de ça. Il y a plein de solutions. Mais toi, Renaud, est-ce que tu peux
parler aux entreprises, que ce soit les paysagistes, les collectivités, les aménageurs et des entreprises de TP? Est-ce que tu peux leur donner quelques pistes de solutions? Et ben là, on va être plutôt dans comment on aménage l'espace pour qu'il soit adapté à un climat qui dérive, à savoir comment on va permettre de mieux capter l'eau et de la renvoyer et de la laisser à la nature et pas de la renvoyer à l'égout ou trop vite au ruisseau, de faire en sorte que on ait des ombrages plus spécifiques ou des plantations plus spécifiques qui permettent d'atténuer le phénomène caniculaire, par exemple l'été. Donc toute la partie aménagement, ça va être vraiment, d'abord en termes de travaux, comment ça va permettre de changer les mobilités, puisqu'on doit changer les mobilités. D'abord, faire changer les mobilités en ville. On sait que les utilisateurs de transports en commun, de vélos, sont plutôt dans les centres urbains. Et pour autant, on voit qu'on a encore une grande marge de manœuvre de gens qui prennent leur voiture pour faire 1 kilomètre, y compris en ville, alors qu'ils ont plein d'autres moyens de faire ce kilomètre-là. Donc, pour faire ces changements de mobilité, il faut faciliter les mobilités douces. Et pour faciliter les mobilités douces, il faut des infrastructures qui sont dédiées. Donc ça, c'est des sources de travaux pour ces entreprises-là. Et on voit qu'on a de plus en plus des prises en compte d'infiltration à la parcelle, de traitement de parcelles pour avoir le plus de nature possible. Et c'est vrai qu'à une époque, on a plutôt repoussé la nature en dehors de la ville, et alors que maintenant, on cherche à réapprendre à cohabiter avec le végétal en ville. Ce qui est un peu un paradoxe, parce qu'on sait que le végétal, le racinaire, l'eau, ça peut aussi créer la ruine de certains ouvrages. Donc, il y a vraiment un sujet de changement de paradigme de nos perceptions sur le sujet ville, végétal et vivant. Qui doit s'opérer dans les prochaines années compte tenu de nos enjeux qu'on a sur le sujet de l'environnement et du climat. Très bien. Moi, je pensais que tu allais parler des revêtements de route décarbonés. Je pense Alors, c'est un biais, c'est comme les bétons décarbonés, enfin, c'est pas un biais, c'est une solution, c'est une des pistes de solution. On a les bétons moins carbonés, on a aussi les enrobés qui vont faire leur part sur comment on chauffe moins les enrobés ou comment on met des choses plus drainantes ou moins carbonées. Mais encore une fois, ça n'est qu'une partie de la réponse. La première partie de la réponse, c'est quel type d'ouvrage, pourquoi faire. Voilà, il y a une vraie aussi partie de la réponse qui est là-dedans. C'est super, tu fais presque un teasing sur notre prochain atelier. Parce que j'ai entendu dire quelqu'un très intéressant a dit en fait, nous ne pourrons pas nous adapter à un monde qui n'est pas atténué, donc décarboné. Donc forcément, il y a toujours en fait, et pareil, aujourd'hui nous avons plein de solutions, il faut tout mettre en place, que ce soit l'atténuation, l'adaptation, il faut aller à fond sur tout, bien sûr. Il y a une question très spécifique pour toi, Vincent. Est-ce que tu peux juste revenir pour citer les marques de fourgons qui sont un peu en avance sur les autres? Alors aujourd'hui, on va faire du cocorico parce qu'a priori, chez Renault notamment, ils ont vraiment sorti des gammes de trafic qui sont très très bien adaptées. Le Master, pardon. Et a priori, on était dessus tout à l'heure, ce matin. Chez Peugeot, ils ont aussi des solutions adapter des gammes existantes. Mais là, j'ai un peu moins d'informations sur ces gammes-là puisque c'est tout frais. Nous, les gammes qu'on avait utilisées jusqu'à maintenant, c'était du Ford, mais un peu aujourd'hui, ils ont pas évolué. Mais ça reste effectivement la solution, enfin, une photo de l'instant présent parce que ça évolue très, 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 très vite. Ces sujets, effectivement, de la mobilité électrique, puisque les autonomies augmentent très rapidement, les batteries sont un peu moins puissantes, mais permettent une plus grande autonomie, donc se rechargent plus rapidement avec un peu plus d'autonomie derrière. Il y a vraiment des solutions qui avancent et aujourd'hui, nous, on roule en électrique depuis pas mal d'années maintenant et pour le quotidien, il n'y a aucun problème, en tout cas pour travailler localement. C'est pas un souci. Moi, j'ai traversé la France avec une Mégane pendant l'été. Ça se passe très très bien également puisque
les autoroutes se sont équipées. Enfin, franchement, par rapport à 2019, quand on a démarré, où on avait l'impression d'être un peu précurseur, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a appris, et c'est vrai que c'est hyper important de faire de la pédagogie. On va tous devoir y passer. L'interdiction du moteur électrique, du moteur diesel, c'est 2035, c'est-à-dire demain. Je peux vous dire, pour avoir, nous, les 10 premiers véhicules, ça a été des volontaires. Ça n'a pas toujours été simple de faire basculer. Aujourd'hui, c'est complètement accepté. C'est beaucoup plus simple, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, je tendance à dire, faites de la pédagogie auprès de vos équipes. Commencez, en tout cas, ceux qui n'ont pas démarrer ces sujets-là, parce que ça prend un peu de temps. Et si on doit le faire à marche forcée, ça peut devenir un peu compliqué. Et puis, comme la loi nous rattrape, ça peut coûter cher aussi de rester euh, sur, euh, sur des carburants issus de l'industrie pétrolière. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, chez Renault et chez Peugeot, il y a des belles choses. Merci, Vincent. Euh, alors, j'ai encore une autre petite question dans ça. Si tu peux donner une réponse très rapide, et parce que j'ai deux autres derrière. Donc, la question, c'est comment faire pour les salariés qui n'ont pas de borne de recharge à leur domicile? Tu as des cartes pour des bornes collectives ou comment tu gères ça? Ah, il y a beaucoup de solutions possibles. Nous, concrètement, la solution, à chaque fois que c'est possible, on installe des prises 3 kilos. Alors là, on parle vraiment des véhicules de service, hein, pour les véhicules, pour les voitures, très clairement. On installe des prises 3 kilos spécifiques, donc avec un compteur. On a essayé plusieurs solutions. On avait trouvé des prises connectées, mais bon, on a eu des difficultés et ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est un compteur tout simple avec une prise 3 kilos. Et du coup, une fois par trimestre, le collaborateur, il fait des frais en fait, hein. On le rembourse, on rembourse ses kilomètres. Enfin, en tout cas, ses kilowatts. Ça, c'est une des solutions. Nous, on a des bornes dans toutes nos agences. Donc là, c'est des bornes rapides et des bornes un peu plus lentes pour les véhicules qui n'ont pas besoin d'être rechargés rapidement. On a, en fonction des besoins, entre 7, 8 et 2, 3 bornes dans chaque agence. Pour ce qui est des fourgons, là, c'est sur les 3 premiers, c'est un peu plus complexe parce que effectivement, on a un peu plus de difficultés là sur les premières gammes qu'on a eues à recharger sur du 3 kilos. Donc, on est passé chez certains sur du 7 kilos, d'autres se rechargent à l'entreprise. C'est vrai que c'est quand même pratique de pouvoir se charger soit à la maison, soit à l'entreprise. Sans ça, bah, il faut faire quelques pauses un peu plus longues sur les bornes collectives. Bon, les charges rapides, ça peut aller vite, mais ça prend quand même pas loin de 3 quarts d'heure pour recharger la voiture. Donc, il faut organiser. Alors, il faut savoir aussi qu'on organise le temps un peu différemment, hein. On roule plus tranquillement, ça fait moins de bruit, c'est plus paisible. On roule moins vite et on organise un peu mieux ses journées. Ça, En gros, on fait moins de kilomètres qu'on en faisait avant. Très bien. Donc, on va s'arrêter sur les voitures, les bornes et tout ça. C'est un sujet comme parmi d'autres, mais super, merci. Moi, j'ai encore juste une question qui est revenue et que c'est un peu comme cette question de l'électrification. C'est le réemploi qui prend aussi de plus en plus d'ampleur. Et je voulais juste, Renaud, pour dire un peu le réemploi dans ces histoires de décarbonation, c'est quoi les arguments pour donner envie aux maîtres d'ouvrage? C'est quoi les arguments pour dire si ça marche? Là c'est pareil, j'imagine que si on n'est pas encore du tout dedans, il faut commencer petit à petit. Mais est-ce que tu peux nous dire sur l'argumentation du réemploi, quelque chose dans la décarbonation, Renaud? Bah, c'est ce qu'on a évoqué pendant la présentation, c'est que c'est un coût zéro pour le maître d'ouvrage. Il faut savoir aujourd'hui, notamment avec le seuil 2025, là, que de plus en plus de maîtres d'ouvrage dans leur projet se retrouvent un peu coincés à l'avancement du projet, à être
obligé, par exemple, de choisir certains types de luminaires, d'interrupteurs ou de robinetterie, parce que il va être obligé de choisir ceux qui ont fait des FDES par rapport à ceux qui n'ont pas fait. Je vous dis qu'il y a encore plein de fabricants qui n'ont pas fait le FDES. Donc il y a un nombre très limité, et pour ne pas être sur de la donnée environnementale par défaut qui les planterait en fin, bah, ils sont obligés de ça. Et ils aiment pas trop quand même choisir ça. Notamment, là, j'ai discuté avec un promoteur récemment qui me disait, mais en fait, du coup, je peux même pas laisser à mes acquéreurs le choix de leur luminaire, quoi. Et moi, ça me va pas. Donc, de plus en plus, on voit quand même qu'ils se disent, c'est pas complètement idiot de prévoir du réemploi à un moment donné. Parce que ça me fait du carbone zéro, quoi. Et donc, ça va me laisser ça va me donner de la marge de manœuvre carbone sur mon programme et sur mon projet. Donc, de plus en plus, au moins un lot, voire plusieurs lots, est intégré par les équipes de maîtrise d'œuvre pour ça. On sait que la difficulté, c'est les gisements, hein. On sait que la difficulté, c'est quel gisement et que les plateformes se développent là-dessus. Encore une fois, là, on est vraiment sur quelque chose qui a moins de 10 ans, qui est balbutiant, mais on voit qu'il y a quand même moyen d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc, il y a un avantage certain pour le maître d'ouvrage, c'est d'avoir du carbone zéro, quoi. Je vois que tu veux dire quelque chose, Vincent, vas-y. Ouais, c'est vrai qu'on a à la Fédé 44, on a dédié le séminaire 2026 à ce sujet du réemploi, et on est allé faire un peu de benchmark à Copenhague. Et effectivement, on s'aperçoit que, comme tu le disais, Renaud, tout à l'heure, on est au balbutiement. Effectivement, il y a des acteurs. On s'aperçoit qu'en France, on est peut-être aussi avancé finalement qu'au Danemark, qui est plutôt cité en exemple en général sur ces sujets-là. On est allé quand même visiter des chantiers assez intéressants, mais il en existe quelques exemples aussi sur Nantes, hein. Je sais on a aussi avancé sur ces dossiers-là. Il y a des associations, des entreprises qui se mettent en place. On est allé visiter avec les décarbonés Cinéo, par exemple. Effectivement, bah, sur certains corps de métier, ça avance bien, hein. Je pense à la récupération, par exemple, des faux plafonds. Les sanitaires également, on peut avoir effectivement des gisements. Après, on a pu visiter également un atelier de vitrage, hein, qui est récupéré notamment du vitrage de cloisons, qui est réutilisé pour refaire des cloisons intérieures principalement, redécoupées, mais en tout cas pas refondues. On sait qu'un matériau tel que le verre, c'est énormément d'énergie, hein, pour transformer le calcin en vitrage. Donc, ce sont des solutions qui permettent aux maîtres d'ouvrage, effectivement, d'avoir de la marge de manœuvre sur leur dossier, avec une RE 2025 qui va encore se durcir en 2028. Et puis surtout, en termes de communication, c'est plutôt assez riche, hein. On voit aussi des maîtres d'ouvrage. Je pense, on est allé visiter un chantier à Trélières où ils ont permis aux habitants de la commune de venir récupérer tout ce qu'il y avait avant la rénovation du presbytère, et de récupérer effectivement tout le matériel en surplus, effectivement, du bâtiment. Et puis surtout, on va avoir aussi des choses qui vont arriver, puisque certains métiers, alors moi, pour mon métier de la menuiserie extérieure, c'est assez difficile de réutiliser les fenêtres, parce que souvent elles sont assez abîmées quand on les dépose. Donc on va plutôt travailler effectivement sur du recyclage. Et aujourd'hui, effectivement, on voit sur les aluminiums, des aluminiums 75% recyclés, qui sont presque la base, en tout cas chez nous, avec des profils Vicona, et des nouveaux profils à 100% recyclés, qui vont permettre effectivement de baisser l'empreinte carbone. Et puis surtout, on va aussi vivre autre chose qui est important, c'est aussi la maintenance des produits. Parce qu'effectivement, on a tendance à laisser les produits, on les a posés, ils sont neufs, on considère qu'ils doivent fonctionner tout seuls. C'est pas le cas. Une menuiserie, elle doit être entretenue annuellement, et on va pouvoir prolonger sa durée de vie. Et ça fait partie vraiment des enjeux. Il y a effectivement toute la notion de réemploi qu'évoquait tout de suite Renaud, mais il y a d'autres, il y a la notion de recyclage, et la notion de maintenance qui, à mon avis, est un vrai enjeu également.
Merci Vincent. Euh, eh bien, il y a une question dans le chat qui concerne plutôt les fiches FTES et je pense que là, l'idée c'est il y a deux questions sur les FTES. Je vais en prendre une, c'est-à-dire aujourd'hui, Renaud, pour développer ou pour avoir sa fiche FTES, il y a un coût non négligeable. Il y a aussi le fait de devoir les renouveler de temps en temps. Je ne connais pas les délais, mais en tout cas, il faut les renouveler et repayer, j'imagine. Tu parlais des fiches collectives. Est-ce qu'aujourd'hui, tu parlais aussi du coup de quantité ou de volume de marché? Est-ce que si je fais un raccourci sur s'il faut des fiches FTES pour pouvoir rentrer dans les RE 2020 et que c'est cher, est-ce que du coup, je dois être un grand industriel qui a du volume pour que ça me rapporte et que je puisse être référencé? Est-ce qu'il y a ce côté volume, coût, fiche FTES et qu'est-ce qu'on fait avec des artisans qui n'ont pas de grosse production voilà. Est-ce que tu peux... Ah, Alors moi, enfin, vas-y. je vais prendre la main, Renaud, parce que je peux vous en parler. Effectivement, il existe des fiches FDES génériques dont Mm, Renaud a parlé. Il en existe collectives qui sont mm. créées pour le coup par les syndicats professionnels, accompagnés par des syndicats professionnels et qui tiennent compte des données de plusieurs petits industriels, dont on fait partie par exemple. Et puis ensuite, il y a effectivement des industriels un peu plus gros qui créent leurs propres fiches individuelles. Mais il y a déjà, en fait, ces fiches collectives, c'est déjà plus du générique. Elles sont déjà travaillées en fonction de données. Elles ne sont pas disponibles pour l'ensemble de la profession, mais vraiment pour ceux qui ont participé à la collecte des données. Merci Vincent. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Renaud? Sinon, je vais passer à une petite clôture de notre webinaire. Non, mais pour les fichiers LDES, l'idée c'est effectivement c'est 10 à 15 000 euros une fichier LDES. Mais on voit bien que même pour les petits industriels, ça commence à être intéressant de les sortir parce qu'ils se remettent sur enfin, ils ont du coup, ils donnent accès à un marché sur lequel. Alors, les premiers étaient les premiers fournisseurs étaient plutôt les gros industriels, hein, Saint-Gobain, Lafarge, pour pas les citer, enfin voilà. Mais on voit bien que de plus en plus de petits arrivent et font leur propre FDES pour avoir des produits qui se placent sur le marché, puisque ça va devenir vraiment incontournable. Juste pour répondre sur la petite l'impact des fluides frigorigènes, la petite question qui est passée. Là, on est sur la partie aménagement. L'aménagement représente que 10% de l'impact des gaz à effet de serre. Donc, sur ces 10%-là, bah, il y a 11 mégatonnes de l'artificialisation, 24 mégatonnes de l'industrie de la construction, mais spécifique à l'aménagement, les bordures, les machins, et puis les fluides frigorigènes qui rentrent là-dedans aussi. Voilà. Merci Renaud. Eh bien, je vous remercie en tout cas de vous être prêté non seulement à l'exercice de présentation à nous et d'avoir mis une sorte de condensé d'informations sur la question de décarbonation et à vos réponses. Sur la question de décarbonation, sachez que Nova Builda est aussi un centre de ressources et vous avez une mini-page, merci Anne, qui s'appelle Décarboner, dans laquelle vous trouvez agenda, actualité et outils, justement, pour décarboner vos activités, vos métiers. Voilà. Et il y a autre chose que je souhaitais souligner, c'est pour ceux et celles qui sont dans le camp des concepteurs. Il y a un outil qui s'appelle Décarbone Plus, qui a été fait par Aya Environnement. N'hésitez pas à aller tester ça pour déjà en phase de concept, dès l'esquisse, que vous puissiez jouer, entre guillemets, avec votre bâtiment décarboné. Eh bien, moi, je vais conclure là pour Novabuild. Merci beaucoup. J'espère que vous avez trouvé de la matière pour aller plus loin encore. Et Vincent, si tu veux finir pour la FFB par Atlantique. Et merci beaucoup Renaud. De toute façon, on vous met aussi les liens pour continuer à te contacter Renaud. Et Vincent, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup à tout le monde.
Bon, je veux remercier d'abord tous les participants, évidemment Anna et Renaud pour vos explications et animations. Je veux juste donner un petit rendez-vous pour clôturer la saison 1 des Décarbonés. On va faire un petit tour dans le rétroviseur avec quelques retours d'expérience de participants et faire un point sur l'adaptation parce que ça va faire partie des vrais sujets qui vont arriver. Il y aura plein de surprises. C'est le premier octobre à la Fédération française du bâtiment 44. On vous attend nombreux, évidemment, et vous repartirez avec plein d'idées à mettre en place dans vos entreprises. Merci à tous. Au revoir.